Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Fiamma, qui est psychiatre, et on va parler ensemble du postpartum. Et en fait, déjà, ce que je te propose, Fiamma, c'est si tu peux te présenter. Bien sûr. Avant tout, Clément, merci beaucoup pour cette invitation qui me donne la possibilité de parler de thèmes que je juge importants, effectivement, pour la santé des femmes, mais aussi pour la santé de tous, vu que les femmes ont, traversent la grossesse et le postpartum, accompagnées par les hommes, certes, mais du point de vue biologique, il y a des choses qu'on peut pas déléguer. Il y a des aspects positifs et des aspects un peu moins positifs de cela, évidemment. Donc, je me présente. Je suis Fiamma Rossetti. Je suis psychiatre et psychothérapeute. J'exerce en Belgique, exclusivement en milieu ambulatoire. J'accueille des personnes qui souffrent de toutes sortes de difficultés psychiques et qui peuvent souffrir de toutes sortes de pathologies psychiatriques. Mais c'est vrai que j'ai un terrain de prédilection et c'est celui des troubles de l'humeur, donc la dépression et le trouble bipolaire. Et Merci. voilà. Non. En fait, juste, c'est vrai que des fois, il y a des mots qu'on utilise beaucoup, mais qu'on connaît pas spécialement. Ambulatoire, comment est-ce que tu peux le décrire? Ambulatoire, ça signifie que je ne m'occupe pas de personnes qui sont hospitalisées au sens strict du terme. Ils ne passent pas la nuit à l'hôpital. Donc, il existe des hôpitaux classiques dans lesquels il y a des services de psychiatrie, des hôpitaux psychiatriques qui s'occupent des patients en souffrance psychiatrique de façon spécifique, qui s'occupent que de ça, pas de pathologie des poumons, du cœur, etc. Quoique, si la personne qui souffre au niveau psychique a des problèmes, de santé physique, on va s'en occuper également, on va pas les ignorer, ça c'est clair. Et ensuite, il y a les soignants qui choisissent d'accueillir les personnes dans leur cabinet, donc qui font la consultation via la parole, qui prescrivent les médicaments s'il s'agit d'un psychiatre, et donc c'est mon cas. Mais j'utilise aussi la psychothérapie, donc aussi un soignant qui combine les médicaments avec la thérapie par la parole. C'est parfait. Donc, en fait, il y a les soignants qui sont, entre guillemets, à l'hôpital et on doit, entre guillemets, rester, dormir, etc. Et en ambulatoire, c'est en cabinet. Donc, généralement, on peut dire en libéral, souvent, Souvent, oui. en dehors des murs de l'hôpital ok. Il existe une petite nuance à ça. Il existe aussi les hospitalisations de jour. Donc, on parle de lits d'hôpitaux, mais les personnes ne dorment pas à l'hôpital. Donc, ils fréquentent l'hôpital pendant la journée, participent aux ateliers thérapeutiques, aux activités de groupe, aux entretiens individuels aussi avec les infirmiers, avec les psychiatres, mais qui rentrent chez eux le soir. Donc, il y a aussi cette option. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet que je ne connais pas très bien, et c'est vrai que tu disais ça, mais en tant qu'homme, c'est plus compliqué de comprendre. Maintenant, c'est un sujet, je pense, qui nous touche aussi en tant qu'homme, différemment. Et j'avoue que j'en ai entendu sans vraiment comprendre. Est-ce que déjà, tu pourrais expliquer ce que c'est de faire une période de postpartum? Alors déjà, comment on prononce? Déjà, j'ai toujours un doute. Tu l'as bien prononcé, donc postpartum, ça signifie que c'est la période qui suit l'accouchement. Donc, typiquement, c'est les 4 semaines qui suivent l'accouchement. Donc, la pathologie du postpartum la plus connue, c'est la dépression du postpartum ou la psychose du postpartum. Donc, dans le premier cas, la dépression du postpartum, il y a toutes les manifestations d'une dépression, mais qui tournent autour du thème de la naissance de l'enfant. Mais il n'y a pas de perte de contact avec la réalité. Dans la psychose du postpartum, oui, par contre. Donc, il y a des idées délirantes, il peut y avoir des hallucinations, et ça peut se manifester soit avec une dépression, soit sous la forme d'une manie. Donc, toi, tu parlais de la distinction entre les hommes et les femmes. Donc, c'est vrai que j'ai choisi de parler du thème du postpartum, pas parce que la santé des hommes ne m'intéresse pas, mais parce que la période du postpartum, d'un point de vue biologique, mais pas seulement biologique, est vraiment une période de vulnérabilité importante pour les femmes. Mais un homme peut être impacté par une dépression postpartum aussi, parce qu'il n'y a pas seulement tout ce qui est la biologie
qui explique pourquoi on exprime des difficultés au niveau de la santé mentale. Il y a tout ce qui est culturel, sociologique, psychique. Enfin, le thème de la naissance et le fait d'accueillir un enfant est certes quelque chose d'extrêmement joyeux, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement stressant, une responsabilité importante. Et donc, les hommes aussi peuvent expérimenter une dépression postpartum, mais ce sera un peu différent par rapport à comment la femme l'exprime, mais parce que le rôle biologique est un peu différent, quoique maintenant, et heureusement, j'ai envie de dire, les choses tendent un peu à s'équilibrer. Même les hommes sont de plus en plus engagés dans tout ce qui est le soin de l'enfant. Mais la biologie, on ne peut pas leur changer. Tout ce qui est les chamboulements hormonaux et même immunitaires pendant la grossesse et pendant le postpartum sont uniques à la femme. Ça c'est clair. L'homme expérimente peu ou pas du tout de modifications biologiques parce qu'il n'accueille pas l'enfant. Quoique, j'ai vu dans certains articles qu'il y avait une petite baisse de testostérone qui parfois était, on trouvait ça, dans le but vraiment de réduire un peu l'agressivité, parce que le testostérone est aussi lié à l'agressivité. Nous, les femmes, on l'a aussi, mais un peu plus bas. Et donc, ça permet un meilleur soin pour l'enfant, vraiment d'être un peu plus focus pour l'enfant. Et justement, tu me parles de changements hormonaux. Mm-hmm. Du coup, ça impacte l'humeur. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un changement hormonal et quel est, physiquement, comment ça se passe et quels sont les impacts? Oui. Donc déjà pendant la grossesse, il y a tout ce qui est changement hormonal avec les hormones sexuelles, donc le taux d'estrogène, de progestérone qui sont élevés et qui permettent le bon déroulement de la grossesse, même l'axe du stress qui est un peu modifié pendant la grossesse. Et ce qui est important aussi, c'est une modification de tout ce qui est immunitaire. Donc une modification de la réponse immunitaire pendant la grossesse pour permettre le bon développement de la grossesse. Pourquoi? Parce que le fœtus a une partie de matériel génétique qui n'appartient pas à la mère, qui appartient au père. Et donc pour que la grossesse puisse se dérouler de la meilleure façon possible et qu'il n'y ait pas de rejet du futur bébé, l'axe immunitaire de la maman va se régler de façon à être moins actif. Et ça permet vraiment je simplifie, mais c'est ça plus ou moins le résultat, et ça permet vraiment le bon déroulement de la grossesse. Et tout ça joue évidemment dans tout ce qui est l'expression de certains symptômes émotionnels, des modifications même au niveau cognitif, de la concentration, de la mémoire, parce que les hormones et les cytokines, qui sont les messagers immunitaires, sont en communication aussi avec le cerveau, et donc les hormones et les cytokines influencent la façon de se comporter, la façon dont on vit les choses et les émotions qu'on peut vivre dans certaines circonstances. Donc ça, c'était pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant la période du postpartum. Donc il y a une chute hormonale des estrogènes, du progestérone, et il y a une réactivation de cet axe, de cette réponse immunitaire pour faire en sorte que la femme récupère de l'accouchement. Vraiment, c'est une réponse biologique. Mais chez des femmes qui sont biologiquement vulnérables à certaines pathologies psychiatriques, donc ça peut être l'élément qui révèle l'existence d'un trouble psychiatrique sous-jacent qui ne s'était pas manifesté jusqu'à ce moment-là, ou ça peut décompenser une pathologie psychiatrique qui était préexistante, comme un trouble bipolaire par exemple, ou même autre. Mais tout ça ne signifie pas qu'on ne doit pas faire des enfants, certes. Donc, ça signifie. Donc moi, j'encourage toujours les personnes qui m'entourent et les patients à une prise de conscience de ce qui sont leurs points de force et leurs points de fragilité, parce que je ne pense pas que la technique de l'autruche soit très utile. Donc certes, le déni, donc faire en sorte que c'est un mécanisme inconscient, mais de dire non, le problème n'existe pas, peut être protecteur un certain temps, mais sur la longue durée, je pense que ça vaut la peine de prendre en main les choses. Et donc, si par exemple la femme qui a un désir de grossesse à la maman ou une sœur qui ont souffert de dépression postpartum, de bien tenir compte de ça, d'en parler au généraliste, d'en parler au gynécologue, de mettre en place tout ce qu'elle peut
pour que la période de la grossesse et du postpartum soit le plus sécure possible pour elle, qu'elle puisse dormir, qu'elle puisse reposer. C'est là que le compagnon ou la compagne vraiment peut être une aide extrêmement précieuse, tout l'environnement au sens large. Et donc, le fait de mettre en place des choses au niveau environnemental comme protection peut vraiment faire la différence entre le fait de manifester la pathologie ou pas. C'est quelqu'un qui est vulnérable, qui est susceptible du point de vue génétique. Et les gènes, ça, on peut pas les changer, effectivement, mais on peut agir sur tout le reste. C'est un sujet qui arrivera dans quelques années, a priori, avec, je connais pas très bien, mais a priori, on va pouvoir l'échanger dans pas si longtemps que ça. Maintenant, pour revenir un petit peu à ça, en fait, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est, OK, il y a des changements hormonaux importants. Donc, ça amène des changements d'humeur. Quel est, quel est l'impact, en fait, sur justement l'humeur pendant la grossesse et après la grossesse? Ce que j'ai compris, c'est qu'a priori, après la grossesse, il y a un besoin de récupérer, donc les défenses immunitaires reviennent, petit à petit, que pendant la grossesse, un petit peu moins à contrario. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'humeur de tous les jours, au niveau du comportement, comment ça se passe en fait? Et généralement, hein, dans les grandes, parce que j'imagine que chacun et chacune est différent, enfin chacune dans ce cas-là. Mais comment ça se passe en fait? Bah, comme tu disais, il y a des grossesses, les grossesses et le postpartum ont des éléments en commun pour toutes les femmes et d'autres qui sont variables. Ça dépend de variables individuelles, mais comme je disais tout à l'heure, les hormones et les cytokines, donc qui sont des messagers qui sont produits dans la réponse immunitaire et qui activent ou désactivent un peu la réponse immunitaire, permettent la communication entre les différents organes, entre le cerveau et les intestins, entre d'autres organes et le cerveau. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre, donc il va recevoir les infos qui viennent de tous les côtés. Mais oui, les hormones de la grossesse et l'accouchement et la chute des hormones de la grossesse, donc l'estrogène et le progestérone, impactent fortement l'émotion et le comportement. Pendant la grossesse, c'est un peu plus progressif, c'est un peu plus stable, donc il peut y avoir des moments d'irritabilité, des mouvements affectifs, de pleurs. Le postpartum est encore plus à risque que la grossesse de développer certaines pathologies parce qu'il y a vraiment un changement assez brusque. Après l'accouchement, il y a vraiment un bouleversement au niveau de la thyroïde, au niveau des hormones sexuelles, au niveau de l'axe du stress, donc entre cerveau et glandes surrénaliennes qui vont libérer le cortisol, notamment, qui est l'hormone du stress, de réponse au stress qui est plus important. Et donc, c'est surtout aussi la grossesse, certes, mais surtout le postpartum, en lien vraiment avec ce bouleversement qui est assez brusque dans les équilibres hormonaux et immunitaires, qui est un peu plus à risque de développer des manifestations émotionnelles transitoires ou comme le baby blues ou même des vraies pathologies psychiatriques qui nécessitent des prises en charge adéquates pour le bon rétablissement de la maman. Donc tu voulais qu'on rentre un peu plus dans le spécifique de quels sont les symptômes aussi, de qu'est-ce que les femmes expérimentent. Alors déjà, baby blues, enfin moi j'ai jamais compris la différence entre baby blues et postpartum. C'est quoi la différence? Alors donc postpartum, c'est toutes les manifestations qui apparaissent à partir de l'accouchement jusqu'à 4 semaines après l'accouchement. Il faut faire la distinction justement entre le baby blues qui est physiologique, donc qui est expérimenté par la plupart des femmes et qui est une réponse presque que toutes les femmes expérimentent en lien avec tous les bouleversements biologiques que je te décrivais tout à l'heure, mais pas que. Hein. Il y a aussi tout ce qui est culturel, nouveau rôle de la maman, pression vraiment pour bien faire. Il y a tout ce qui est psychique et socioculturel. Mais le baby blues, donc, n'est pas quelque chose d'inquiétant. Donc, c'est le fait d'expérimenter une labilité émotionnelle, d'avoir facile de pleurer, de penser qu'on n'est pas capable de prendre soin de l'enfant, mais en même temps, on prend bien soin de l'enfant et c'est quelque chose de transitoire. Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est une réponse émotionnelle qui peut être fort déstabilisante pour la maman, mais qui
qui va se résoudre spontanément après 15 jours. Donc, il y a tout ce qui est modification de l'humeur, notamment, comme je disais, l'irritabilité, les pleurs, de l'anxiété, des difficultés de sommeil, une sensation de fatigue, mais ça va se résoudre. Par contre, si au-delà des 15 jours, il y a encore des symptômes de tristesse, une fatigue qui n'est pas expliquée par autre chose, il n'y a pas une carence de fer, il n'y a pas des difficultés de thyroïde, des choses de ce type-là, et que la tristesse est vraiment profonde, il peut y avoir des thèmes suicidaires. Alors là, on parle de dépression postpartum. Donc, si tous ces symptômes sont réunis et si ils durent au-delà des 15 jours après l'accouchement et qui perturbent de façon importante le fonctionnement de la maman et qui perturbent la façon de prendre soin de l'enfant et qui, la plupart du temps, inquiète la mère aussi. La mère peut ressentir beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça. Mais la capacité de jugement n'est pas altérée, contrairement à la psychose du postpartum. Donc, il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas de délire dans la dépression du postpartum sans manifestation psychotique. Et qu'est-ce que tu recommandes? Parce que moi, je connais assez peu le sujet, mais en amont, voire même pendant sa grossesse et après sa grossesse, qu'est-ce que la personne peut faire justement pour essayer de prévenir? Et puis, lorsque ça arrive, mais déjà, est-ce qu'on peut prévenir un petit peu justement ça? Je pense que oui, mais le thème de la prévention est très cher à mes yeux et je pense à l'impossible nous l'est tenu, donc parfois on n'y arrive pas, mais la plupart du temps, je pense qu'on peut vraiment faire la différence grâce à la prévention. Donc, je pense que pour toutes les femmes, même si elles n'ont pas d'antécédents personnels de pathologie psychiatrique, même si elles ne souffrent pas de pathologie psychiatrique, et même si elles n'ont pas des membres de leur famille proche qui souffrent d'une pathologie psychiatrique, c'est vraiment important d'être au courant de bien prendre soin de sa santé mentale, d'être au courant vraiment du risque, de la vulnérabilité biologique de la période de la grossesse et du postpartum et de ne pas avoir peur d'en parler au conjoint, d'en parler au médecin traitant, d'en parler au gynécologue. Si il y a un problème qui apparaît, malgré le fait d'avoir mis en place tout ce qu'on pouvait, alors on pourra agir de façon efficace et même dans le pire des scénarios, donc la psychose du postpartum qui peut être vraiment potentiellement dangereuse pour la maman et pour l'enfant, le pronostic est très favorable. Donc en 6-8 semaines, la maman est rétablie, le lien avec l'enfant peut être même maintenu. Donc s'il y a vraiment des éléments de délire qui sont inquiétants, on va malheureusement dans un premier temps séparer la maman et l'enfant, mais dans un deuxième temps, il y a quand même des unités d'hospitalisation qui accueillent mère et enfant, et donc comme ça le lien est maintenu. Et avec le traitement adéquat, avec la prise en charge rapide, la maman se rétablit, le lien avec l'enfant est maintenu et je répète, le pronostic est favorable. Donc, de ne pas avoir peur de parler aussi de ses craintes avec l'entourage et comme je disais tout à l'heure, de faire tout ce qu'on peut pour se sécuriser un acte. Donc, par exemple, si on s'entend bien avec sa famille d'origine ou avec ses beaux-parents, faire en sorte qu'ils soient proches de façon à pouvoir dormir 1 ou 2 heures pendant la journée, si la belle-mère ou le beau-père garde l'enfant, de façon vraiment à récupérer, parce que la privation de sommeil est quand même un élément de risque pour la souffrance psychique au sens large. Et voilà. Et surtout parler si on a des membres de la famille qui souffrent d'un trouble bipolaire ou une maman, une sœur, une tante qui a souffert de dépression de postpartum, ce n'est pas une fatalité. Donc le fait qu'un membre de la famille ait souffert de ça ne signifie pas qu'on est maudit et qu'on va forcément développer ça. Ça signifie que c'est un élément à tenir en compte. Et si jamais ça apparaît, si jamais on le manifeste, malgré toutes les choses qu'on a mis en place, la prise en charge va être efficace. Et on ne doit pas lutter seul. Ça, c'est important vraiment, que les mères osent dire les choses, osent le dire, si elles ont des pensées obsédantes concernant l'enfant. C'est un peu plus compliqué de se rendre compte s'il y a perte de contact avec la réalité. Donc, s'il y a une psychose postpartum, c'est surtout l'entourage qui intervient dans ces cas-là. Et donc, c'est important aussi de
de solliciter le réseau, que ce soit le médecin traitant, que ce soit des amis, que ce soit le compagnon de ses craintes ou d'un contexte de vulnérabilité. Et ça peut réellement faire la différence. Ça peut vraiment prévenir le fait de développer une dépression postpartum ou une psychose postpartum. Mais c'est vrai, ça c'est un truc, j'ai l'impression que c'est dans la santé mentale, le fait de parler, c'est miraculeux en fait. Et ça a l'air de rien, mais ça fait une différence énorme. Par contre, c'est pas toujours facile. Alors, je ne connais pas la situation. Pour ma part, je n'ai pas d'enfant pour le moment. Mais c'est des fois, en tout cas, de parler de sa santé mentale, de parler de ses mauvaises pensées, sont les conseils que tu pourras avoir parce que il y a des moments, il y a des fois on a un peu honte. Comment toi tu les aides à un petit peu passer justement à l'action par rapport à ça? Ben, moi, je pense que c'est vraiment important, comme tu disais tout à l'heure, de surmonter certains degrés de tabou. On doit parler des choses. Et nous, en tant que soignants, on doit oser poser les bonnes questions. Donc, on doit demander à n'importe quel patient s'il a eu des pensées suicidaires, par exemple. Ce n'est pas vrai que le fait de poser la question va inciter le patient au passage à l'acte. C'est exactement le contraire. Donc, le fait de poser la question va permettre au patient de sortir du tabou, de parler de ses difficultés et de trouver les solutions adéquates. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être la mise en place de choses qui sécurisent le patient, ça peut être un traitement qui le soulage, ça peut être plein de choses, mais on doit en parler. Et c'est la même chose pour les mamans qui peuvent être en souffrance au niveau mental. Il faut oser poser la question. Est-ce que vous avez parfois eu des pensées de vous faire du mal ou de faire du mal à l'enfant, de les rassurer quant à leurs compétences maternelles? Vous savez, c'est une période extrêmement difficile. Certes, c'est très joyeux, mais on parle quand même pas assez souvent aussi du côté un peu sombre de la maternité et de la paternité aussi, donc de toutes les difficultés que ça engendre. Et ça soulage énormément les femmes qu'on leur pose ces questions et qu'on trouve avec elles des solutions. Enfin, qu'on les aide à trouver les solutions qui leur semblent les plus adéquates. Il faut vraiment que le soignant, n'importe lequel, que ce soit le médecin traitant, que ce soit le gynécologue, que ce soit le psychiatre, pose la bonne question. Je pense qu'on devrait poser ces questions à toutes les futures mamans, qu'on doit vraiment s'informer sur leur bien-être psychique pendant la grossesse et encore plus pendant le postpartum et l'accouchement. C'est pas suffisant de donner un dépliant le jour où on rentre à la maison après l'accouchement. Si jamais vous allez souffrir de dépression postpartum, voilà le numéro à appeler, sans même pas donner d'explication vis-à-vis du dépliant. Donc, je pense que c'est un peu dommage. Et malheureusement, quand les femmes arrivent dans le cabinet des psychiatres, souvent, c'est un peu inquiétant. C'est le médecin traitant qui les encourage à prendre contact. Donc, ce serait vraiment bien qu'il y ait une détection précoce des premiers signaux d'alarme et que la femme donc soit orientée vers des soins qui sont les plus adéquats le plus rapidement possible et qu'elle sorte aussi de la culpabilité de ressentir ces choses-là. Ce n'est pas de sa faute si elle ressent ces choses-là. Elle n'est pas une mauvaise mère si elle vit ses sensations et si elle est un peu otage de pensées qu'elle considère comme étant des pensées pas très réjouissantes. Et, et justement, parce que tu parles d'aller voir un psychiatre, à quel moment, justement, il faut passer à l'action par rapport à ça? Parce qu'il y a, comme tu dis, le baby blues, qui est a priori relativement normal, enfin, c'est hormonal. Et donc, la période de postpartum, où là, bon, c'est quand même déjà un peu plus intense. À quel moment dans le baby blues ou même à d'autres moments, quand est-ce qu'on peut savoir qu'il faut les consulter justement? Je pense qu'on doit faire la distinction entre le ressenti de la personne et ce qui est considéré comme une urgence médicale. Donc, même si le baby blues n'est pas quelque chose d'inquiétant, si la femme vit un inconfort vis-à-vis de ça et a besoin de se livrer à un professionnel de la santé mentale vis-à-vis de ça, même pendant l'hospitalisation, bon, je pense qu'on peut tout de suite solliciter même le passage du psychiatre de maison ou du psychologue du service de gynécologie, si la femme ressent ce besoin. Donc, tout à fait. En cas de dépression postpartum,
Je pense que c'est important d'avoir accès au psychiatre le plus rapidement possible. Parfois, ça peut se résoudre seul, mais le risque de récidive est quand même présent. La plupart du temps, il faut intervenir avec la médication adéquate et ou la psychothérapie, mais il faut un soin en cas de dépression postpartum. En cas de psychose du postpartum, il faut absolument un soin et le plus rapidement possible, et il faut une hospitalisation même. Donc le soin ambulatoire n'est pas suffisant. Mais justement parce que parfois la maman peut paraître tranquille, sereine, mais c'est transitoire. Il y a fortement une altération de la vigilance, il y a des symptômes hypomaniaques qui sont présents, il y a vraiment une agitation psychomotrice ou bien une forte fatigue. Et surtout, il y a perte de contact avec la réalité. La personne est délirante, la personne a des hallucinations. Le délire et les hallucinations peuvent amener, dans très peu de cas, seulement 4% des cas, mais peuvent amener un infanticide ou un suicide. Donc, il faut vraiment hospitaliser la femme et on doit le détecter rapidement. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent l'entourage qui intervient. Il faut tenir compte aussi du background socioculturel de la femme, de l'importance que l'intervenant tienne compte aussi de ça. Donc, pour certaines cultures, ça peut paraître un peu moins étrange, je dirais, qu'il y a un délire mystique, donc que la maman parle de Dieu ou en lien avec l'enfant ou nie la filiation avec l'enfant. Et donc, ça complique un peu les choses, mais dans tous les cas, on peut avoir accès aux soins et la famille doit être aidée à avoir accès aux soins adéquats et rapidement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment oser, en fait. Dès qu'il y a un doute, enfin, moi, je dis un peu ça, c'est, en fait, qu'est-ce que vous avez à perdre à aller voir un psychiatre? Et vous avez probablement beaucoup à gagner. Et il y a rien à perdre. Au pire, vous avez perdu quoi? 1 heure de votre vie. Tout à fait. C'est pas grave. Ça m'est arrivé qu'un patient ou deux me dise, tout compte fait, vous faites pas si peur que ça. Je rigole avec eux et je suis contente de pas être inquiétante ou de faire peur. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Et il y a aussi quelque chose que tu disais, Fiamma, qui est assez pertinent, c'est le fait d'aider, et notamment aider par rapport au sommeil et le fait de dormir. Alors, je ne connais pas bien les choses, et c'est vrai que c'est assez intéressant comme sujet, parce que là, je suis vraiment néophyte, je ne connais rien. Mais comment est-ce qu'on peut justement aider la mère à mieux dormir, justement pendant cette période après l'accouchement, qui est cruciale pour récupérer? Et là, je suis plutôt côté proche, ou voire même parce que bon, la mère, elle est quand même beaucoup sollicitée. Et quel est comment faire en fait quand on est proche? Je pense que le plus important, c'est vraiment d'encourager la maman à suivre son instinct. Par exemple, si la maman n'a pas envie d'allaiter, parce que pour elle, c'est plus important de récupérer le sommeil plutôt que d'allaiter l'enfant, de respecter cela, plutôt que de taper sur le clou. Non, l'allaitement c'est important, ça donne les anticorps à l'enfant. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement important l'allaitement pour le développement de l'enfant, pour tout ce qui est lien mère-enfant. Mais encore plus important, c'est pour l'enfant d'avoir une maman en bonne santé. Donc, si avoir une maman en bonne santé signifie qu'elle va allaiter une fois sur deux, ou bien qu'elle va allaiter pendant une courte période, ou bien qu'elle va pas allaiter du tout parce qu'elle a besoin de ça pour évoluer favorablement dans une période qui est quand même fort chargée pour le physique et pour le psychique, de l'épauler dans ses choix, même de pousser le bouchon encore plus loin, de dire non, à mon avis, ton besoin pourrait être cela, est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que je connais peu de mamans qui s'aident. La pression quand même personnelle et culturelle vis-à-vis d'être une bonne maman est très forte. Et donc la maman va s'anéantir pour le bébé la plupart du temps. Ce qui s'explique, du point de vue biologique, c'est voilà, on doit un peu le faire, mais maintenant on vit dans un milieu dans lequel il y a moins de dangers imminents au niveau environnementaux, donc
certaines choses ne sont plus d'actualité à 100%. Donc je dirais que d'autant plus si la maman est un peu plus à risque au niveau de sa santé personnelle, psychique ou familiale, ce sera vraiment crucial de l'aider à dormir, de veiller à ce que son sommeil soit réparateur, de prendre même l'enfant quelques heures chez soi et lui permettre de bien récupérer. Si vraiment elle a envie de se réveiller quand même toutes les 2-3 heures pour allaiter pendant les premiers mois. Donc de respecter son souhait d'un côté, mais aussi d'un peu l'encourager à prendre soin d'elle. Parfois, il y a des mamans pour lesquelles on doit insister, qui lâchent pas très facilement prise et qui attendent vraiment d'être au bout du rouleau avant de tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que c'est compliqué de lâcher prise, parce qu'il y a vraiment une pression peut-être que les mamans se mettent, mais un peu aussi culturelle et familiale pour bien faire. Ouais, donc vraiment être dans l'aide, dans l'écoute et proposer, voire même un petit peu pousser à prendre du repos parfois, c'est important. Il y a d'autres sujets moi qui me parle beaucoup, c'est en fait j'ai cru comprendre que et c'est ce que tu disais aussi hein, Fiamma, c'est que en fait dans certains cas, il y a une bipolarité dormante, on va dire. Et qui va se déclencher pendant cette période de postpartum. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on le détecte? Et comment est-ce qu'il faut réagir? Enfin, si tu peux nous faire un petit peu une petite classe. Oui, là tu parles de de quand la maman n'a pas de pathologie diagnostiquée et donc le fait de développer une pathologie dans le postpartum est révélateur d'un trouble bipolaire sous-jacent. Oui. Oui. Donc oui, effectivement, on a constaté que si la maman souffre d'un trouble bipolaire, il y a des fortes chances que le diagnostic évolue par après en trouble bipolaire. Si la première manifestation est celle d'une psychose du postpartum, c'est presque sûr que le diagnostic sera celui d'un trouble bipolaire. C'est simple à diagnostiquer si ça se manifeste sous la forme d'une manie, hein. Donc avec beaucoup d'énergie, avec des idées de grandeur, avec une humeur qui est très haute, exaltée. Donc là, ça va être plus simple à diagnostiquer. Mais si ça se manifeste sous la forme d'une dépression, avec des thèmes quand même délirants, donc une psychose postpartum, c'est quand même un indicateur d'un trouble bipolaire sous-jacent, mais il va être un peu plus compliqué à détecter. Mais en réalité, donc en théorie, pour simplifier les choses, la psychose postpartum, c'est soit une dépression avec des manifestations psychotiques, soit une manie avec une manie. Mais dans les faits, en réalité, le plus souvent, c'est un épisode mixte. Donc il y a quand même des phases d'agitation, des phases d'exaltation, et donc je ne dis pas que c'est simple à diagnostiquer, mais tout ce qui est en lien avec le postpartum doit quand même nous évoquer le diagnostic de trouble bipolaire. Pas dans tous les cas, mais quand même je dirais, j'avais lu 35-65% des cas. Donc le diagnostic évolue par après en trouble bipolaire. Ouais, c'est quand même pas ridicule en termes de chiffres. Et donc toujours le même principe, hein, faire très attention donc au repos, au sommeil, et puis vraiment être là pour accompagner. Ensuite, moi j'ai une autre question, c'est lorsqu'on est une personne bipolaire et que donc on est enceinte et qu'on va avoir un enfant, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup de sujets et notamment des sujets sur les médicaments, des sujets d'anticipation, de prévention. Quelles sont tes recommandations là-dessus et tes conseils? De préparer la grossesse avec le psychiatre. Donc de discuter de quels sont les risques, quels sont les côtés positifs et modifier le traitement pour faire en sorte que ce soit le plus sécure possible pour la maman, pour ne pas décompenser au niveau de son trouble bipolaire et qui permettent le bon développement du fœtus. Mais je pense que c'est important de garder le traitement parce que la rechute de la pathologie est quand même quelque chose de
pas envie de dire de presque inévitable, mais quand même c'est risqué, c'est très risqué, d'autant plus dans dans une période très délicate. Donc, comme je décrivais au début du podcast, donc je pense que ça doit être préparé pour des raisons biologiques, pour des raisons psychosociales, de discuter aussi avec le conjoint, pour mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour que la grossesse et le postpartum se passent bien, et de garder en tête que les médicaments, n'importe lesquels, pas seulement les médicaments psychiatriques, ne sont pas tous contre-indiqués pendant la grossesse. Maintenant, les psychiatres font quand même beaucoup attention quand ils prescrivent un traitement thymorégulateur, donc le traitement qui stabilise l'humeur, pour faire en sorte de ne pas prescrire les traitements qui peuvent engendrer des risques de malformation chez le bébé. On va privilégier par exemple le lithium pendant la grossesse. Et tout court, il y a un trouble bipolaire avec des phases hautes. Donc déjà travailler en amont. Donc si on a une jeune femme chez laquelle on va diagnostiquer un trouble bipolaire de type 1, par exemple, il y a les phases maniaques et les phases dépressives qui s'alternent, privilégier le lithium plutôt que privilégier l'acide valproïque qui peut quand même engendrer des petits soucis, ou des gros soucis au niveau du développement du bébé. Donc déjà travailler sur ça. Et ensuite, le dosage du traitement peut se modifier pendant la grossesse. Donc c'est quelque chose vis-à-vis duquel on peut jongler. Donc ça m'est déjà arrivé de modifier le traitement pendant les grossesses de femmes qui souffrent d'un trouble bipolaire ou qui souffraient aussi de schizophrénie. Donc je pense que c'est important de ne pas stopper le traitement, mais de l'adapter. Et que la patiente soit prête, qu'elle fasse équipe avec le psychiatre. Et là, le désir de grossesse, il faut le respecter, absolument. C'est un choix de vie qui est tout à fait personnel, mais notre rôle de médecin est celui quand même de donner les infos les plus pertinentes possibles pour que la personne affronte la grossesse étant une personne qui a un souci de santé de la meilleure façon possible. Que ce soit un diabète, que ce soit un trouble bipolaire, que ce soit un problème respiratoire, n'importe. C'est valable pour tout. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est être dans l'anticipation. Oui. C'est déjà pouvoir communiquer à son psychiatre. En fait, potentiellement, je vais avoir une grossesse. Alors même si c'est pas à court terme, mais le traitement choisi, on va dire, puisse être compatible. Et puis au moment où la grossesse arrive, de vraiment peut-être voir son psychiatre un peu plus régulièrement. Tout à fait. Et puis voilà, de pouvoir bien sûr bien doser les médicaments pour que ce n'ait pas d'impact sur l'enfant et qu'on puisse continuer à garder en fait sa stabilité entre guillemets. Tout à fait. Et bien collaborer avec le gynécologue aussi. Donc il y ait des échanges, pas avec l'accord de la patiente évidemment, en expliquant les effets positifs de collaborer en tant que soignant. Je pense que ça aussi, ça peut faire la différence, le travail en réseau avec les autres soignants, avec un endocrinologue, s'il y a un problème de diabète qui apparaît pendant la grossesse, tout est possible. Et plus spécifiquement, pendant la période de postpartum, justement, lorsqu'on a une bipolarité. Alors c'est marrant, moi je dis bipolarité plus que trouble bipolaire, c'est mon côté un peu plus côté patient. Et, non, mais c'est vrai, mais je trouve ça toujours intéressant, la terminologie et les termes utilisés, en fait. C'est vrai, tu as raison. Mais on a pas mal, on n'en a pas trop parlé ensemble, mais des fois, je trouve que le terme trouble bipolaire peut parfois être un peu stigmatisant, alors que bipolarité, je trouve ça plus facile à accepter et à dire, en fait. D'accord. Bon, c'est vrai que par déformation professionnelle, je vais l'appeler comme ça. Donc, je continue à l'appeler trouble bipolaire, mais c'est vrai que bipolarité, ça simplifie les choses, c'est plus fluide et si ça peut être moins stigmatisant pour les patients, je peux changer mon vocabulaire, il n'y a pas de souci. En fait, mais les patients nous aident aussi à modifier notre vocabulaire s'ils le souhaitent, sur la base de leurs réactions. On s'adapte quoi et ils nous disent osez dire, enfin je parle à tous les patients, osez dire de quoi vous avez besoin, donc c'est notre rôle de creuser, mais osez dire aussi qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous irrite et quels sont les termes qui sont les plus adéquats pour que si l'entretien avec le psychiatre se déroule bien.
on est là pour aider à la base, hein, pas pour. Ah, mais clairement, c'est ça. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que, en fait, c'est comme tu le dis, vous avez appris parce que c'est terme médical. Et en fait, pour moi, ça commence à devenir un sujet et je profite de ce podcast pour partager un petit peu avec vous et avec toi. Ouais, tu vois, je pense qu'il y a un truc à faire, je pense, en termes de terminologie. Et moi, j'ai de l'espoir qu'on change peut-être un petit peu certains termes, que ça faciliterait les choses. On parlait tout à l'heure d'avoir peur de parler, d'avoir peur d'aller voir son psychiatre. En fait, ça se trouve, on va dire, aller voir, je sais pas, de dire, tout à l'heure, tu parlais d'aidant, je crois que tu parlais de soignant. Oui. Tu vois, et là, c'est plus facile dans une conversation. Je vais voir un soignant ou je vais voir mon médecin. C'est moins connoté qu'aller voir son psychiatre parce que, hélas, ça peut être perçu, mais bon, je diverge un petit peu. Non, je pense que c'est un terme d'actualité, effectivement, celui que tu soulèves, et je partage ton avis. Enfin, parfois, ma formation médicale me fait pencher plutôt vers les termes des DSM-5, etc. Mais c'est aussi parce qu'on doit donner un nom, soit à une difficulté, soit à n'importe quelle autre chose, mais je suis très ouverte à la possibilité de changer les choses, c'est clair. Et pour revenir au sujet du postpartum, donc au niveau du suivi médical, pareil, si tu as des conseils, des recommandations, parce que lorsqu'on a une bipolarité, donc les changements d'humeur sont déjà relativement intenses. Là, entre guillemets, ils vont l'être d'autant plus. Un petit peu un plan d'action, comment est-ce que tu vois les choses? Tout dépend aussi depuis combien de temps la personne se connaît. Parce que si elle vit avec sa bipolarité depuis une dizaine d'années, je pense qu'elle va être à même de reconnaître quelles sont les fluctuations de l'humeur déjà physiologiques qu'on expérimente toutes dans la vie de tous les jours. Ça peut nous arriver d'être un peu plus irritable, d'être un peu plus labile, de pleurer devant un film qui est quand même relativement triste ou qui nous rend joyeux pour d'autres raisons. Donc faire la distinction entre ça, entre le risque de décompensation de la bipolarité et ce qui est physiologiquement lié à la grossesse. Donc je pense que les personnes ont beaucoup de compétences vis-à-vis de ça et qu'on peut les guider effectivement. Par exemple, un carnet de bord, moi ce que je conseille souvent c'est de rédiger un carnet des émotions, par exemple, dans lequel les personnes décrivent ce qu'ils ressentent, le contexte dans lequel ils le ressentent et ils ont des hypothèses sur le pourquoi ils l'ont ressenti comme ça à ce moment-là et quels sont les outils qu'ils ont mis en place pour se soulager. Ça peut être la méditation, ça peut être des exercices de pleine conscience, ça peut être se prendre un bain et de l'analyser après avec le soignant. Ça aussi, ça peut être un coup de bord important. Et le soignant et l'entourage peuvent aider la personne à se rendre compte si c'est inhérent, si les fluctuations de l'humeur sont vraiment liées à la grossesse ou si elles sont amplifiées par la grossesse ou s'il y a le risque vraiment de décompensation. Et comme tu suggérais tout à l'heure, le soignant va être disponible. Enfin, il va pas partir en congé pendant 4 mois à la fin sauf si vraiment c'est vital qu'il le fasse, mais alors il va trouver un confrère pour prendre le relais. Il va prendre en charge la personne de façon un peu plus étroite, comme ça on peut ensemble adapter les choses et trouver des solutions qui existent. Mais c'est très compliqué de répondre à cette question. Donc comment faire la distinction entre les fluctuations de l'humeur liées à aux fluctuations hormonales liées au risque de décompensation ou parce que ce jour-là j'avais envie de fraises, mon compagnon, ma compagne ne sont pas allés me chercher les fraises et donc je suis irritée en lien avec ça. Je pense que la réponse est le degré de souffrance de la personne et de son entourage. Donc si la personne en souffrance fait quelque chose pour augmenter son niveau de confort. Et tu évoques aussi quelque chose auquel j'avais pas pensé, c'est
lorsqu'on est, alors c'est vrai que je parle un peu plus du côté masculin, lorsqu'on est personne bipolaire comme je le suis, et ça peut, alors ça sera moins un côté hormonal, mais ça peut aussi nous impacter. Et donc pour nous, donc plutôt en tant que, ou même en tant que femme qui, enfin si c'est des couples homosexuels, mais Mhm. un peu le côté où en tant que personne dans le couple, pareil, est-ce que tu recommandes d'aller voir peut-être un peu plus son psychiatre? Est-ce que tu as des choses comme ça? Comment tu vois les choses? C'est clair que dès qu'il y a une difficulté quelconque au niveau psychique, qu'on soit homme ou femme, ça peut être pertinent de solliciter un peu plus le psychiatre. Et si on est un homme qui souffre d'un trouble bipolaire, bah, le moment du postpartum, donc de la naissance d'un enfant, ou n'importe quel autre moment crucial de la vie peut déstabiliser. Et donc, ça peut valoir la peine effectivement d'intensifier le suivi avec le psychiatre ou avec le psychologue, de faire appel à d'autres solutions pour pour se ressourcer, sans pour autant négliger la compagne, le nouveau-né. Mais je pense que c'est important de s'écouter. Le fait qu'on soit homme ne signifie pas qu'on n'a pas le droit de se prendre en charge dans la période du postpartum et que toute l'attention doit être focalisée sur la femme. Non, ce n'est pas vrai non plus. Hein. Les hommes sont de, de plus en plus empathiques, vraiment très présents dans la vie des enfants et donc un peu plus exposés aussi au stress lié à ce moment de cycle de vie. Ouais, mais je pense que tu as raison de le dire parce que c'est vrai que enfin, moi je le vois dès que j'ai des moments de vie importants, hein, et bah oui, bah, je vais plus voir mon psychiatre, mon psychologue, mon père aidant Mhm. et c'est ça, c'est toujours être dans l'anticipation, toujours être dans la prévention, d'apprendre à se connaître. C'est vrai que alors toi tu parles de journal d'humeur, mais c'est le diagramme de l'humeur, c'est un petit peu le même principe. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est une bonne idée, surtout pendant ces périodes un petit peu de postpartum, surtout si on a une bipolarité, peut-être un peu plus que d'habitude, faire vraiment, entre guillemets, plus attention à ses émotions, peut-être consulter un petit peu plus. Mais c'est vrai que non, il y a beaucoup de choses à faire. Si on ouvre un petit peu le sujet, parce que c'est vrai que je vois le temps qui tourne, et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais dans la santé mentale? Grande question, hein. Oh, question très large. Qu'est-ce que je changerais dans la santé mentale? Tu fais ce que tu veux. Des- Vraiment, l'avantage, c'est très large et on pourrait parler pendant des heures de ça, mais je dirais des soins les plus holistiques possibles. Donc, de faire en sorte que les soins soient polymorphes, et qu'il y ait collaboration entre tout le monde. Donc, la personne intéressée, donc le patient, mais aussi son entourage, donc la famille, le compagnon compagne, le médecin traitant, des médecins spécialistes s'il y en a, le père aidant, le psychologue. Donc, qu'il y ait vraiment un réseau autour de la personne afin d'améliorer les soins pour que chacun ne travaille pas de son côté de façon tout à fait bienveillante, hein, mais je pense que le fait de communiquer, de collaborer est la meilleure façon d'offrir des soins de qualité et d'aider donc la personne à mieux vivre avec ses points de force et ses points de fragilité. Donc j'aime bien utiliser ces termes. On les a tous, des points de force et des points de fragilité. Personne exclu. non, et même, enfin, pour en connaître quand même pas mal, au final, même les personnes qui sont psychiatres, psychologues, ils ont aussi besoin d'aller voir un psy de temps en temps parce que ça fait du bien. Ah, absolument, oui, oui, tout à fait. Et Mais les réunions d'équipe servent aussi à ça, à partager aussi le ressenti vis-à-vis de certains patients. C'est clair qu'il y a certaines situations qui nous activent plus que d'autres. Moi, j'ai une formation de psychothérapeute familiale, donc j'ai presque terminé la formation par rapport à ça, et donc j'ai appris encore plus à travailler avec mes émotions et à les utiliser comme un outil de soin pour le patient. Utiliser mon ressenti, le partager avec le patient dans un but thérapeutique. Mais je pense que c'est important que les soignants se connaissent, ça c'est clair.
et fasse un travail de partage avec les autres collègues, pourquoi pas un travail de supervision clinique aussi, pour être le plus efficace possible. Ouais, mais c'est tellement vrai. Et je pense que ça résume aussi assez bien ce dont on a parlé. C'est, voilà, la période de grossesse, de postpartum, et il y a un moment où, il y a des émotions qui sont plus intenses. Donc, encore plus que d'habitude, on a besoin, alors, je sais pas si je devrais dire on pour une fois. Vous avez besoin, mais aussi peut-être en tant que proche, on va dire. Mais voilà, d'avoir un suivi un peu plus intense, un peu plus précis, un peu plus holistique, bien parler avec chacun de vos professionnels pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, et d'oser. Moi, c'est ça la phrase presque qui m'a plus marqué dans ce que tu m'as dit, Fiamma, c'est d'oser en parler. C'est que c'est comme ça arrive, c'est normal, et donc pas hésiter. C'était un beau sujet. Je suis toujours un peu, c'est toujours un peu plus dur de parler de quelque chose qu'on connaît vraiment pas et qu'on connaîtra pas. Il faut revenir à tout. On ne doit pas forcément avoir expérimenté en première personne en tant que soignant ou en tant que personne quelque chose pour ressentir de l'empathie vis-à-vis de ça, ou pour que le sujet nous intéresse. Donc, ça a posé des questions très pertinentes. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.